C'est parce qu'on comprend que c'est un espace unique où tout bouge, tout est en mouvement constant, qu'on va aussi comprendre que la géopolitique de la mer, c'est compliqué parce qu'en fait, on essaye d'apposer sur cet espace unique et en mouvement des frontières humaines, des concepts humains qui sont pas du tout adaptés. Bonjour à tous, donc Julie Attas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'ouvrir ce festival qui porte sur la Terre. Et comme ça a été dit, on commence par ce qui peut paraître assez surprenant, puisqu'on commence par parler de la mer et des océans. Donc, je suis responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je travaille essentiellement sur deux grands thèmes. Le premier, c'est les liens entre climat et sécurité, climat et défense. Et le deuxième, c'est la géopolitique de la mer, sécurité et océans. Et plus globalement, l'impact que peut avoir le changement climatique sur les océans. C'est une passion que j'ai depuis très longtemps et je suis très heureuse de pouvoir la partager aujourd'hui, à la fois à travers des conférences, mais aussi à travers donc, cet ouvrage que j'ai coécrit avec Sébastien Imbis, chercheur associé à l'IRIS, sur la géopolitique de la mer, l'idée étant de vous présenter de manière très didactique qu'est-ce que c'est l'océan et pourquoi c'est aussi important dans la façon dont on perçoit le monde, pourquoi c'est un reflet de l'histoire et de notre perception de notre planète. Donc pour continuer sur ce qui a un peu été déjà dit, ça me paraissait pertinent de vous présenter la planète Terre vue depuis l'espace. Donc ça, c'est la vision qu'on peut avoir quand on regarde le Pacifique, c'est-à-dire qu'on ne voit que de l'océan. Alors ce qu'on ne voit pas ici, c'est que c'est également la vision qu'on peut avoir si on regarde la Polynésie française. Donc la France est aussi dans cet espace, à travers la Polynésie française qui est à peu près au milieu de cet océan. Donc, quand on parle de la Terre, on parle très souvent des terres émergées, mais parce que l'homme est profondément continental, et la France aussi, on est un peuple continental, et ça va vraiment forger notre appréhension de la mer et de l'océan, et ça va aussi forger évidemment la géopolitique de la mer, la géopolitique de l'océan. Je vous présenterai rapidement la façon dont les différentes nations perçoivent la mer et pourquoi certaines sont des puissances maritimes quand d'autres ne le sont pas. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'une part de vous faire voyager, de vous présenter un peu ce que c'est la mer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la fin, on aura vraiment un long temps de questions-réponses. Et puis de vous montrer aussi que cette manière qu'on a de percevoir la planète Terre, elle va modeler, elle va forger la géopolitique et les échanges que la mer porte. Ça, c'est une autre représentation de l'importance de l'océan. Alors, souvent, on rappelle que l'océan, c'est 71-72% de la surface de la planète. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'océan étant un espace en 3D, ça représente à peu près 97% de l'espace dans lequel on peut vivre sur Terre. 97% de l'endroit où la vie peut se développer, c'est en mer. Et je ne vous rappellerai pas non plus qu'on vient tous de la mer, puisque la vie a émergé de l'océan. Et donc, quand on parle de géopolitique, on se concentre, ou de philosophie, ou de toutes les sciences sociales, se concentrent très souvent sur la Terre, sur les terres émergées. Or, il est intéressant, de temps en temps, de tourner son regard vers la mer, parce que c'est un espace hostile pour l'homme, c'est un espace qui fait peur depuis très longtemps, qui fascine, parce qu'on n'y est pas à l'aise, on n'est pas fait pour vivre dans la mer, ni sur la mer, mais c'est aussi l'essentiel de notre planète. Et pourquoi moi je m'y suis intéressée? En fait, j'ai fait des études de relations internationales et puis de climat. Et dans les deux cas, que ce soit en relations internationales comme en sciences climatiques et environnementales, on connaît très peu des océans. Les sciences naturelles s'intéressent au milieu maritime depuis longtemps, mais on en connaît beaucoup moins les contours que tout ce qui se passe sur Terre. Et pareil pour les relations internationales, la géopolitique. On connaît beaucoup moins la géopolitique des océans et la géopolitique des mers que ce qu'on peut connaître de la géopolitique des terres. Par exemple, vous avez tous vu lors de votre scolarité des cartes avec les frontières terrestres, les frontières entre pays, les frontières continentales. Est-ce que vous avez vu l'équivalent sur les mers? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment la gouvernance des mers est organisée, comment les frontières sur les mers sont organisées? C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, tout simplement parce que, je vous le disais, on a un point de vue assez continental, ce qui est très logique vu notre nature, et donc on apprend beaucoup moins
à s'intéresser aux frontières maritimes. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont parmi les seules frontières qui sont encore contestées, qui mènent à des disputes entre les États, qui mènent à des dialogues internationaux, puisqu'on a, pour l'essentiel, fixé nos frontières terrestres. On verra ces frontières maritimes un peu plus tard. Je vous expliquerai un peu comment ça. On a divisé le monde. Mais avant ça, je voudrais simplement vous rappeler que l'océan est unique. Et en fait, d'un point de vue géographique, on fragmente la planète. C'est-à-dire que vous avez sans doute appris qu'il y a l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Soit dit en passant, l'océan Pacifique s'appelle Pacifique parce que quand Magellan l'a traversé, il a trouvé que c'était très facile de naviguer sur cet océan, donc il est Pacifique. Il y a assez peu de tempêtes comparé à l'océan Atlantique. Et puis, il y a l'océan Arctique, et depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle l'océan Austral, qui est autour de l'Antarctique. Ce que vous voyez sur cette image, c'est une représentation. Alors là, c'est les géographes qui s'amusent, et c'est très beau quand on étudie l'océan. C'est une représentation qui s'appelle Spielhaus, du nom du monsieur qui l'a créé, qui vise à représenter l'océan comme un seul bloc, pour essayer de ne pas le fragmenter comme on le fait d'habitude avec nos visions assez classiques du monde. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est justement cette espèce de continuité entre l'océan. Pourquoi on dit que l'océan est unique? Parce que d'un point de vue biologique, d'un point de vue physique, d'un point de vue chimique, tout circule. Tout est en mouvement constant. Donc tout est partagé, finalement. Il n'y a pas de frontières. Et c'est là aussi que c'est compliqué pour nous, humains, de percevoir cet espace, parce que d'une part, on n'en perçoit pas forcément la profondeur, l'espace en 3D, on a une vision très de surface de cet espace, et puis parce que tout bouge tout le temps, et nous, ce n'est pas la façon dont on perçoit les choses. Il faut que les frontières soient stabilisées, et c'est très compliqué de gérer un espace où on a stabilisé des frontières, mais où les espèces ou les courants circulent. Comment on fait pour gérer quelque chose qui passe d'un état à l'autre en permanence? Et ça va notamment mener à pas mal de disputes autour des ressources halieutiques, donc du poisson, des coquillages, etc. Ça mène aussi à des disputes sur les fonds des océans, puisqu'on n'a pas encore tout bien cartographié. Les lignes, les flèches que vous voyez sur cette image, ce sera le seul point de physique que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est une circulation, ça s'appelle, le terme scientifique, c'est la circulation méridienne de retournement. Vous pouvez l'oublier directement, c'est très compliqué, c'est le tapis roulant de l'océan. En gros, les courants rouges sont des courants chauds, les courants bleus sont des courants froids. Ces courants distribuent la chaleur partout sur Terre. Ils vont prendre la chaleur des tropiques et ils vont la distribuer dans les zones tempérées. Ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est un petit bout de ça. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est parce qu'il y a le Gulf Stream qu'en Europe, on a un milieu tempéré, alors qu'à la même latitude aux États-Unis, il fait plus froid, ou au Canada. Donc ça, c'est un immense courant permanent qui fait naviguer les espèces, les hommes, etc., tout autour du monde, et qui redistribue la chaleur. Et pour ceux qui ont vu Nemo, le moment où il y a un immense courant, il y a les tortues qui prennent le courant, c'est un bout de ce courant-là. C'est un courant qui fait le tour du monde et qui aussi va lier tous ces espaces, donc l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique et surtout l'océan Austral, puisque vous voyez qu'il fait le tour de l'Antarctique. L'océan Austral, c'est aussi là où on s'amuse, nous, hommes, puisqu'on a des courses comme le Vendée Globe. Et le Vendée Globe tourne dans un sens. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'aller à l'encontre de ce courant-là, ce serait très compliqué pour les navigateurs. Donc ils vont suivre ce que vous voyez à l'écran, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ils vont tourner autour de l'Antarctique. Voilà, ça c'était la petite partie physique, mais je trouvais que c'était intéressant de le partager, parce qu'en fait, c'est parce qu'on comprend que c'est un espace unique où tout bouge, tout est en mouvement constant, qu'on va aussi comprendre que la géopolitique de la mer, c'est compliqué, parce qu'en fait, on essaye d'apposer sur cet espace unique et en mouvement des frontières humaines, des concepts humains qui sont pas du tout adaptés. Et c'est là où c'est très intéressant aussi, c'est que finalement, l'usage qu'on fait des mers, c'est un usage de mouvement aussi,
parce que c'est la manière dont on a pu se projeter sur les mers. Le fond des mers est quelque chose qu'on connaît très peu. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie du fond des mers, donc en blanc, bleu clair, qui a été cartographiée en 2020. C'est à peu près 20%, 15-20%. C'est énorme. Il y a 5-6 ans, on était à 5%. 5-6 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on dit ça assez souvent, on connaît beaucoup mieux la surface de la Lune qu'on ne connaît le fond des mers. Beaucoup mieux. On a une cartographie de la surface de la Lune bien plus précise que celle du fond des mers. Il y a eu un saut entre 2014, 2015 et 2020 en termes de cartographie des océans, tout simplement parce qu'un énorme projet onusien, mais aussi donc, lancé par l'ONU, mais financé par le Japon, a été lancé, ce qui explique pourquoi la zone japonaise est très très cartographiée aussi, pour justement cartographier le fond des mers. C'est très compliqué de cartographier le fond des mers. Pour vous donner une idée de la profondeur de l'océan, donc nous on connaît la surface. On voit depuis les côtes cette immense étendue maritime. Les plateformes pétrolières les plus profondes, celles qu'on va appeler d'eau profonde, elles vont jusqu'à 1000 mètres de profondeur à peu près. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 4000 mètres. Et après, il y a des fosses comme les fosses des Mariannes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui culminent, entre guillemets, à 11 000 mètres de profondeur. C'est-à-dire beaucoup plus bas que le point le plus haut sur les continents, l'Everest à 8 000 mètres. Les sous-marins, dont on parle très souvent, les sous-marins militaires, les sous-marins de dissuasion nucléaire, vont pouvoir opérer entre 200 mètres et 300 mètres en moyenne. Et en dessous, ça devient plus compliqué parce que c'est là où il y a plus de lumière, beaucoup moins d'oxygène et une pression très forte. Et c'est pour ça que cartographier le fond des mers, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on doit envoyer des robots. Concrètement, qu'est-ce qu'on utilise pour cartographier, donc pour faire cette petite carte-là ? On utilise des drones. Voilà. Et donc, tant qu'on n'était pas en mesure de faire plonger des drones, on n'était pas en mesure de cartographier le fond des mers. Ceci explique cela. Et il y a tout un projet, donc il y avait une conférence sur les mers qui s'était tenue en février cette année, lancée par le président Macron, qui s'appelle One Ocean Summit. Et l'UNESCO s'est engagé à ce que d'ici 2030, 30% du fond des mers soit cartographié. Donc ça veut dire qu'en 15 ans, on sera passé de 5% à 30%. C'est, d'un point de vue scientifique, c'est incroyable. Voilà, donc ça c'était la petite introduction à qu'est-ce que c'est la mer, qu'est-ce que sont les océans, qu'est-ce que c'est l'océan, si on parle d'un océan au singulier. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus de la géoéconomie, de l'économie bleue et de la géopolitique des mers. Donc j'ai divisé ça en 3 grandes parties. Le premier, c'est que la mer, c'est le vecteur de la mondialisation. Le deuxième, c'est que c'est un espace nourricier. Et le troisième, c'est que c'est un lieu d'affrontement. Les 3 ont toujours été vrais. C'est-à-dire que l'océan a toujours été un espace d'échange. Ça a toujours été un lieu où on allait pêcher. Et ça a toujours été un lieu d'affrontement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est capable d'aller de plus en plus loin, de plus en plus profond. Donc tous ces 3 grands points-là, on a de plus en plus d'équipements pour le faire. Et donc on est de plus en plus nombreux en mer, tous les pays y sont, et c'est là où on va s'affronter pour les ressources, pour les espaces, etc. Alors, premier point, c'est un espace de mondialisation. Donc ça, il y a le transport maritime. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte qui recense tous les bateaux, tous les bateaux de transport pendant 1 an sur les océans. Donc chaque petit point, c'est la trace d'un bateau. La mer a toujours été un lieu d'échange. C'est comme ça qu'on fait des liens entre les continents, depuis toujours, depuis la découverte des Amériques par Christophe Colomb et bien avant, d'ailleurs, par les Vikings. Donc c'est le moyen de nous relier. Ça nous divise, ça divise les espaces entre terres émergées, mais c'est aussi le moyen de relier les différents points terrestres.
Et vous pouvez clairement voir les autoroutes de la mer sur cette carte. Il y a une autoroute qui se développe de plus en plus, évidemment, c'est celle entre la façade asiatique et l'Europe. Ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'il y a des points clés. Il y a des points clés qui sont des points clés géopolitiques. Il y en a qui sont naturels, le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, le détroit de Malacca, qui est à peu près au niveau de Singapour. Il y en a d'autres qui sont artificiels, le canal de Suez, par exemple, ou le canal de Panama. Et ces points clés sont les endroits où, d'une part, il est important que les bateaux puissent passer. On a tous vu ce qui s'est passé quand un énorme porte-conteneur a bloqué le canal de Suez l'année dernière. Ça a été une catastrophe pour la logistique, puisque tout ça est à flux tendu. Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'avec la crise Covid, on s'est rendu compte que tout ce système, il est à flux tendu. C'est-à-dire que s'il y a un grain de sable, ça va gripper tout le système. Et la crise Covid, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'une part, les marins ne pouvaient plus passer d'un pays à l'autre comme ça. Il fallait qu'il y ait des contrôles sanitaires, etc. Et puis, les régimes de production ont baissé dans certains pays. Donc, il fallait changer le cours, les routes des navires, etc. C'est un système qui fonctionne et qui est mis à jour en permanence. Les routes des navires changent en permanence. Ils peuvent être déroutés, ils peuvent changer, etc. Je vais simplement utiliser une métaphore pour vous faire comprendre la différence entre les grandes routes maritimes aussi. Donc, il y a différents grands types de bateaux. Il y a les porte-conteneurs, donc c'est ceux qu'on voit avec des caisses partout. Ceux-là, on peut les assimiler à des bus, en fait, parce qu'ils ont des arrêts obligatoires. Ils vont partir de Chine, ils vont s'arrêter à Singapour, parfois au Vietnam, ils vont s'arrêter en Inde. Vous le voyez, ils passent au large de l'Inde. Et voilà. Et à chaque fois, ils vont embarquer, débarquer, un peu comme des passagers d'un bus. Il y en a qui vont descendre, il y en a qui vont monter, etc. Ça, c'est les porte-conteneurs. C'est des bus. Il y a un autre grand type de navire, c'est ce qu'on appelle les vraquiers. Eux, ils transportent du blé, ils transportent des céréales, ils transportent du riz, etc. Ils vont avoir un équivalent très spécifique qui transporte du pétrole aussi, par exemple. Ils chargent des grosses quantités, si vous voulez. Et eux, c'est des taxis, c'est-à-dire qu'ils vont se dérouter très facilement. Et la guerre en Ukraine a eu un impact direct sur ces bateaux-là, puisqu'ils devaient aller se charger en blé en Ukraine. Ils n'ont pas pu, et donc ils se déroutent. À chaque fois, ils vont ailleurs. Et pour eux, là aussi, c'est du flux tendu. C'est en permanence des mises à jour avec des systèmes, des logiciels, des intelligences artificielles qui font tout calculer. Et aujourd'hui, la mondialisation, c'est ça. Et ça passe par la mer. On est tous reliés par la mer. L'Europe est approvisionnée par la mer. Les camions vont chercher les porte-conteneurs qui arrivent dans les ports et vont les distribuer sur Terre. Mais le principal moyen d'échange économique aujourd'hui, c'est le transport maritime. Et c'est aussi ça qui va définir la façon dont on se définit en tant que puissance maritime. Il faut qu'on ait des acteurs économiques du transport maritime qui soient importants. En Europe, c'est le cas. En France, c'est le cas. On a des compagnies de transport maritime qui sont énormes. Vous en avez plusieurs. Vous avez CMA-CGM notamment, qui est une compagnie très connue. Vous en avez des Allemands, vous avez des Italiens. Et donc, on peut considérer, et on en reparlera plus tard, mais que l'Europe est une puissance maritime parce qu'on a une économie bleue très, très solide, très forte, notamment à travers ces acteurs du transport maritime. Ce transport maritime, évidemment, il s'accélère. Ce n'est pas un hasard si on consomme de plus en plus de choses, notamment de produits manufacturés qui viennent de l'Asie-Pacifique. Et donc, c'est en anglais, donc vous allez peut-être pas pouvoir faire le lien avec tout, mais j'ai traduit sur votre droite. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une explosion du transport maritime. Entre 1980 et 2020, il y a eu 4 fois plus, ça a été multiplié par 4. Et
surtout, alors le pétrole, on est resté sur un niveau qui est relativement stable, hein. On s'échange beaucoup de pétrole, mais pas beaucoup plus que dans les années 80. Par contre, on s'échange beaucoup plus de produits manufacturés que dans les années 80. Et je vais citer un truc assez anecdotique, mais il y a des fêtes durant l'année, que ce soit Noël, Halloween, la Saint-Valentin, etc., qui sont des opportunités de vente de produits manufacturés venant d'Asie, qui ont été fortement perturbés par la crise Covid, par exemple. Et c'est là qu'on s'aperçoit de ces pics de consommation, et on peut comprendre pourquoi ça a évolué entre 1980 et 2020. C'est qu'il y avait sans doute beaucoup moins d'accessoires d'Halloween à bas prix, etc., d'accessoires de la Saint-Valentin. Et tout ça, ce sont des containers et des conteneurs, des cargos entiers qui traversent les mers. Alors, est-ce que quelqu'un peut deviner ce que cette carte représente? Oui, c'est ça, bravo. Cette carte représente les câbles sous-marins, effectivement. Les câbles sous-marins qui, en fibre optique, font circuler les données Internet et les données téléphoniques. Souvent, on croit que le téléphone ou Internet, ça passe par les airs. Pas du tout. 1% des télécommunications passent par le satellite. 99% des télécommunications passent par les câbles sous-marins. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que si on coupe un câble sous-marin entre l'Union européenne et les États-Unis, ça ne devrait pas représenter un gros problème. La donnée se réoriente vers les autres. Par contre, si on coupe un câble sous-marin, je ne sais pas moi, si on prend les îles du Pacifique ou les îles de l'océan Indien, ici, là, on vous coupe votre câble sous-marin, vous n'avez plus moyen de communiquer avec le reste du monde. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les câbles sous-marins étaient posés par les acteurs des télécommunications. Orange, par exemple, en France. Orange Marine, donc Orange a une branche qui s'appelle Orange Marine, qui est en charge de poser et de s'occuper de la maintenance de ces câbles sous-marins. Câbles sous-marins qui, soit dit en passant, sont des héritages du télégraphe. C'est-à-dire que sous l'eau, et alors là, c'est encore un souci, mais en fait, ces câbles sous-marins, on les pose pas, on les laisse couler, si vous voulez. On a des bateaux qui les déroulent comme ça, en traversant l'océan, et puis ça se pose là où ça se pose. Et donc il y a sans doute entre l'Europe et les États-Unis et le continent américain des centaines de câbles. Certains sont utilisés, d'autres ne sont plus utilisés puisqu'ils faisaient passer l'information télégraphique. Donc jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était principalement les grands opérateurs de télécommunications. Parfois, ils étaient nationalisés, parfois, ils étaient privés, mais dans tous les cas, l'État avait des parts, était actionnaire de ces grands câbliers. Ce qui a changé depuis une dizaine d'années, il y a deux choses qui sont venues perturber ça. La première, c'est l'arrivée des acteurs chinois. Huawei est une entreprise qui pose des câbles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, lors de la présidence Trump aux États-Unis, il y avait eu tout un scandale parce que l'administration Trump essayait de stopper l'installation de câbles sous-marins par Huawei qui aurait relié Hong Kong aux États-Unis. Pourquoi ils voulaient stopper ça? Parce que ce qu'on a du mal à percevoir, c'est qui peut espionner les données qui passent par ces câbles et comment. Donc, souvent, on n'espionne pas les câbles sous l'eau, on espionne les câbles quand ils arrivent sur Terre. C'est beaucoup plus facile. Mais depuis quelques années, on observe des bateaux de différents pays qui se stationnent juste au-dessus de câbles en mer. Et donc là, on ne sait pas trop comment ils peuvent essayer de récupérer les données qui passent. Donc, premier changement, l'arrivée d'acteurs non européens, non occidentaux sur ce marché. Deuxième changement, l'arrivée des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En réalité, ceux qui posent des câbles, c'est Google, Facebook et Amazon ou Microsoft. Et en fait, ces trois acteurs-là, mais c'est surtout Google et Facebook. Ces acteurs-là, ils vont venir poser des câbles autour de continents ou d'espaces qui sont assez peu connectés au reste du réseau. Donc, il y a des immenses projets de câbles autour de l'Afrique et aussi des projets de câbles vers les petites îles du Pacifique, etc., pour donner un accès supplémentaire à ces espaces-là, pour accéder à Google et à Facebook,
en réalité, puisque c'est pour ça qu'ils posent ces câbles-là, c'est pour que les gens qui sont sur ces continents-là ou sur ces continents et ces îles puissent accéder à leurs services à eux. Ce que ça va venir changer, c'est qu'on n'a pas vraiment... Avant, les États, ils étaient actionnaires, donc ils étaient informés voire ils commandaient ces poses de câbles. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de visibilité, donc on ne sait pas comment, où ils sont posés, où est-ce qu'ils arrivent, etc. Un autre point que vous avez peut-être remarqué en regardant la carte, c'est qu'il y a énormément de câbles. Donc en Europe, les câbles arrivent en Bretagne et en Grande-Bretagne. Depuis le Brexit, il y a eu une réorientation des flux numériques vers la Bretagne, puisque ça compliquait le passage entre le Royaume-Uni et puis l'Europe. Donc la France est devenue l'arrivée principale des données depuis le continent américain. Autre grand point en France, puisqu'on a de la chance pour ça, c'est Marseille. Marseille est connectée à une grande partie des câbles de la Méditerranée, et on estime que c'est le 5e hub mondial de données, Marseille. Donc aujourd'hui, il y a énormément de serveurs, d'Amazon, etc., qui s'installent dans la région marseillaise parce qu'ils sont en fait à la source des données. Donc c'est un atout incroyable, que ce soit économiquement ou géopolitiquement, pour le continent européen et pour la France. La mer nourricière maintenant, puisque c'est une tradition qu'on a depuis très longtemps. Donc c'était simplement une carte pour vous montrer la production halieutique et aquacole des principaux pays producteurs. Donc, halieutique, c'est la pêche. La pêche, c'est la dernière forme de chasse qui existe pour nous nourrir. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on ne repose plus sur la chasse pour se nourrir. On se repose sur l'élevage. Par contre, pour ce qui est des produits de la mer, on se repose encore sur la pêche. Et l'aquaculture, c'est l'équivalent de l'élevage. C'est des élevages de poissons, si vous voulez. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que l'énorme rond vert, c'est la production de l'aquaculture chinoise. La Chine produit énormément de poissons. La Norvège aussi. Tout le saumon que vous mangez est produit en Norvège dans des fermes aquacoles. Et la Chine est aussi un très gros pêcheur. Il y a des flottes de pêche immenses chinoises partout autour du monde. Ces deux aspects sont clés parce que on va de plus en plus se reposer sur la mer pour se nourrir. Vous le savez, on ne peut pas nourrir toute la planète avec de l'élevage intensif de viande. Ça va devenir compliqué. Si tous les habitants de la planète ont notre régime à nous et le régime carné avec de la viande d'élevage, on va très vite arriver à un point de non-retour. Donc il y a énormément de cultures qui se reposent déjà sur du poisson et qui s'orientent vers de l'aquaculture et de l'élevage de poissons plutôt que de l'élevage de viande. Pour vous donner un aperçu de l'évolution de la pêche et surtout de l'aquaculture, vous avez ce petit graphique à gauche de votre écran où vous voyez que l'aquaculture a explosé depuis le milieu du XXe siècle. Tout simplement parce qu'il y a plus de demandes, il y a plus de gens à nourrir et les gens mangent plus de poissons. Je pense que plus les années avancent, plus en France on mange du saumon. On ne mangeait pas autant de saumon avant. Les sushis, etc., ont largement augmenté notre demande en saumon et aujourd'hui c'est la Norvège qui produit ça. Quand vous voyez les côtes norvégiennes, donc elles sont très découpées, il y a beaucoup de petites îles, etc., il y a des fermes à saumon partout sur la côte norvégienne. Les Norvégiens sont presque des Iliens, sont presque des insulaires. Ce qui va de pair avec cette pêche et cette aquaculture très forte, c'est d'une part la surexploitation des ressources. On pêche trop. En fait, on pêche toujours les mêmes poissons. C'est pas qu'on pêche trop, c'est qu'on pêche toujours les mêmes. Et donc ces pauvres poissons-là qu'on consomme, nous, sont surexploités. Complètement surexploités, on les met en danger. Et un autre point, c'est qu'il y a de la pêche INN, c'est illégal, non réglementé, non déclaré. C'est les bateaux qui n'ont soit pas le droit de pêcher du tout, ils ne sont pas autorisés à pêcher et ils pêchent quand même, soit ils ne sont pas autorisés à pêcher avec les méthodes qu'ils utilisent, ou dans les endroits où ils vont, soit
ils pêchent, mais ils déclarent rien. Un peu comme de la fraude fiscale, si vous voulez. C'est la même chose. Et cette pêche illégale, elle représente 20% de la pêche mondiale. Et encore, en fait, on n'en sait rien, puisque en fait, c'est une pêche qu'on ne voit pas. Ce sont des mafias qui utilisent cette pêche illégale, ou qui vont financer ces bateaux, etc. Et très souvent, ils vont faire travailler des gens presque en esclavage. C'est-à-dire qu'ils vont retirer les passeports des marins pour pouvoir les utiliser comme ils veulent. Donc ils peuvent partir des mois et des mois en mer sans jamais revenir. Partout autour du monde. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Marine nationale s'occupe de la réglementation, de la régulation de cette pêche illégale. Alors, au large des côtes métropolitaines, il y en a assez peu, parce qu'on surveille très bien, donc on sait très bien ce qui s'y passe. Mais dans les espaces outre-mer, comme en Nouvelle-Calédonie, autour des terres australes et antarctiques françaises, c'est-à-dire ce qu'il y a près de l'Antarctique, et puis en Polynésie française, il y a de plus en plus de bateaux étrangers qui s'aventurent dans les eaux françaises, l'air de rien, et en fait qui sont en train de pêcher des tonnes de poissons, puisque je ne sais pas si vous avez en tête les filets qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est presque des immeubles, les filets qu'on utilise aujourd'hui. Ils raclent le fond des mers comme ça pour prendre tout ce qui passe. Donc c'est un vrai sujet de sécurité. Aujourd'hui, moi je travaille en partie avec la marine et on parle de poissons. On parle même de concombres de mer, c'est-à-dire les espèces de limaces qui sont au fond des mers. Donc on parle de beaucoup de choses, mais on parle beaucoup de poissons parce que c'est un sujet de sécurité et de géopolitique, le poisson. Ce qui me permet d'arriver à un paradoxe qui est qu'il se passe tout ça en mer, et encore je ne vous ai pas encore parlé des batailles navales, etc. Il se passe tout ça, et pourtant on s'y intéresse relativement peu. Là, j'ai listé un peu les pays en fonction de leur approche de la mer. Parce qu'il y a un grand paradoxe qui est que la France est le deuxième espace maritime mondial, c'est-à-dire qu'avec, et on verra après, je vais vous le présenter, mais avec toutes les îles d'outre-mer notamment, qui sont sous souveraineté française, on est les pays avec le deuxième espace, la deuxième surface de mer du monde, après les États-Unis. Et encore, on est toujours en bisbille pour savoir qui est le premier. Personne, ou très peu de gens ne le savent en France, et on n'est pas du tout une puissance maritime. C'est-à-dire que personne ne s'imagine la France comme la puissance qui maîtrise les mers. Paradoxalement, les Britanniques, qui ont eux beaucoup moins d'espace maritime, sont une puissance maritime, parce que ce sont des insulaires. Ils se projettent en mer, ils se sont toujours projetés en mer. C'est d'ailleurs eux qui maîtrisaient la mondialisation à une époque, puisqu'ils avaient la marine marchande et la marine de guerre pour le faire. La Norvège se vit aussi comme un territoire insulaire, quasiment. Et ils ont tellement de côtes qu'ils sont tous sur les mers, et ils ont un héritage avec les Vikings, etc., qui font qu'ils se projettent comme un peuple maritime. Le Japon, évidemment. Et puis, et là je les ai listés ici, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais tous les petits territoires insulaires qui aujourd'hui portent le message au niveau international des îles, c'est-à-dire qu'ils vont se représenter comme des gens insulaires qui ont une perception de la mer très différente du continent et qui vivent de la mer et qui ont besoin que la mer soit en bonne santé pour vivre. En France, on est un pays plus continental, puisque nos échanges, on les fait avec nos voisins continentaux. Depuis toujours, déjà les guerres, on les fait beaucoup avec nos voisins continentaux, on les fait aussi avec la Grande-Bretagne, mais sur notre territoire, pas en mer, ou moins en mer. Et puis on échange avec nos voisins allemands, avec nos voisins belges, avec nos voisins italiens et avec nos voisins espagnols. Donc finalement, on n'a pas besoin des mers pour échanger. Ça passe davantage par la route, par le rail depuis peu. Et donc finalement, on est une puissance maritime sans s'en rendre compte. C'est un impensé. D'autres pays, au contraire, se projettent énormément en mer. Les États-Unis. Alors les États-Unis se vivent parfois, il faut parler avec des Américains pour s'en rendre compte, mais ils se vivent parfois comme des insulaires. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire qui est tellement reliée au continent européen, mais séparée par un océan, que finalement, ils se vivaient qu'à travers ce lien maritime. Et aujourd'hui, ils bifurquent, ils basculent de l'autre côté, en se vivant à travers la façade vers le Pacifique et les échanges avec l'Asie. Mais les États-Unis ont
la plus grande capacité de se projeter en mer d'un point de vue militaire, puisqu'ils ont des bases tout autour du monde, sur des îles tout autour du monde, et ce depuis très longtemps. La Chine, et on va parler un peu plus de la Chine ensuite si on a le temps, mais la Chine commence à basculer dans cette vision de la maîtrise des mers. Je vous propose qu'on en reparle après parce que le basculement chinois est très très intéressant. Il est très brusque, je dirais, comparé à la façon dont on a évolué en Europe et aux États-Unis. Et puis, le nouveau grand concept, c'est l'Indo-Pacifique. Si vous suivez un tout petit peu les discussions au niveau international, c'est le nouveau mot à la mode en géopolitique, l'Indo-Pacifique. Donc, comme son nom l'indique, ça regroupe l'océan Indien et l'océan Pacifique, ce qui, si vous vous souvenez de la première image que je vous ai montrée, représente plus de la moitié de la Terre. Donc c'est quand même une grande ambition, d'un point de vue géopolitique, que de nommer un espace aussi important. Et on parlera très rapidement de l'Union européenne, puisque l'Union européenne elle est finalement l'illustration même de la puissance maritime impensée. D'une part parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'Union européenne dispose des ressources économiques parmi les plus fortes au niveau international en termes d'économie bleue, les transporteurs maritimes, les câbliers, mais je ne vous parle pas des pêcheurs, de la science, des capacités d'observation de la mer à travers les satellites, etc. Si on parle au niveau européen, on est quasiment prépositionné au niveau mondial en termes de connaissance du maritime et de maîtrise du maritime. Mais on n'y pense pas. On ne le pense pas tel quel, parce qu'il y a tout un travail à faire autour de l'Union européenne et de ce que veut véhiculer comme message l'Union européenne. Alors ça, c'est la France. Je vous parlais tout à l'heure de frontières. Voilà les frontières maritimes. Ce que vous voyez en bleu turquoise foncé, ce sont les zones économiques exclusives, c'est-à-dire, pour faire un raccourci, les espaces maritimes sur lesquels les États ont le droit de contrôler qui vient et qui fait quoi. Ça, ce sont les frontières maritimes. C'est ça qu'on n'étudie pas forcément suffisamment à l'école. Le bleu clair, ce sont les eaux internationales. Ça vous en dit long sur l'espace où il n'y a pas de souveraineté. C'est-à-dire que tout le bleu clair, ce sont les endroits où il y a le droit international, comme les conventions des droits de l'homme, le fait de ne pas faire d'esclavage, etc. Évidemment, le droit international prend place dans les eaux internationales, mais les États n'ont pas de souveraineté sur ces espaces. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont toutes les zones économiques exclusives françaises. Si vous regardez très rapidement, vous avez vite compris que la zone économique exclusive française, c'est pas la zone économique exclusive de la métropole. Elle est toute petite, la zone économique exclusive de la métropole. Parce qu'on doit la partager avec tous nos voisins, donc déjà, c'est pas très facile. La zone économique exclusive française, c'est la Polynésie. La Polynésie, je crois que c'est une... Vous traversez l'Europe, en fait. D'un bout à l'autre de la Polynésie française, c'est l'équivalent de Paris-Moscou. On a aussi beaucoup de territoires qu'on ne connaît pas du tout, enfin, que le grand public connaît assez peu, qui est près de l'Antarctique. Donc ce que vous voyez, Saint-Paul et Amsterdam, Kerguelen, Crozet, ce sont des petites îles où personne n'habite, sauf des scientifiques et des militaires, principalement des scientifiques, en rotation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres et beaucoup d'oiseaux. Et puis beaucoup de poissons, surtout, énormément de poissons. Et puis après, on a tous les outre-mer français qui sont peuplés, donc la Polynésie, la Guadeloupe et la Martinique, Guyane, qui n'est pas une île, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Les îles éparses qui sont dans le canal du Mozambique, donc entre le Madagascar et l'Afrique, sont assez peu peuplées aussi. Magnifiques d'ailleurs. C'est des plages de sable blanc avec de la mangrove et des atolls et des barrières de corail autour. Voilà, donc c'est ça, l'espace maritime français. C'est ça dont on est responsable. C'est le deuxième espace maritime du monde. Les Anglais disaient que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. En fait, le soleil ne se couche jamais sur l'espace maritime français. Donc la France est la deuxième puissance maritime du monde si on prend cet espace. Mais en vrai,
on ne l'est pas vraiment, puisqu'on ne le formule pas tel quel, on ne le présente pas tel quel. Et le fait qu'assez récemment, on ait créé un ministère de la mer était un pas vers cette idée qu'il faut rétablir cette cohésion de l'économie bleue française et de la présence française partout autour du monde. Aujourd'hui, on a les atouts pour l'être. Il y a une marine nationale qui est parmi les plus fortes du monde, en France, qui est partout autour du monde, puisqu'on a des bases navales partout autour du monde. On a des flottes de pêche qui sont très compétentes. On a donc cette économie dont je vous parlais. Seulement, chacun fait les choses dans son coin. C'est-à-dire qu'on utilise le même espace, ou ces acteurs-là utilisent le même espace, mais ils ne communiquent que très peu entre eux. Et l'idée du ministère de la Mer, notamment, c'était d'être un chef d'orchestre, c'est-à-dire de mettre tout le monde ensemble autour de la même table pour décider qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit, qu'est-ce qu'on fait là, comment on s'organise pour, etc. Là où ça a été compliqué pour Annick Girardin, qui a donc été ministre de la Mer de 2020 à 2022, c'était que finalement, personne n'avait vraiment intérêt à être dans la concertation permanente avec les autres. Puisqu'en mer, on peut agir assez facilement, il y a très peu de monde comparé à la Terre, donc voilà, c'était pas la peine forcément de s'arranger. Et donc c'est ce travail de modélisation, de mise en place de la puissance maritime française, il va prendre encore quelques années. Mais plus les citoyens en auront conscience, plus on aimera la mer autrement que parce que c'est joli sur la plage, plus on va pouvoir mettre en œuvre cette puissance maritime française. Pour parler maintenant de la puissance maritime européenne. Alors ça, c'est une carte qu'on s'est amusé à faire avec Sébastien Bis. On s'amuse bien hein, quand on est auteur de livres. Non, c'est une des seules cartes où on s'est amusé. En fait, le reste des cartes du livre sont très représentatives de choses concrètes. Là, donc on a mis l'Europe à l'envers. Voilà, donc ça c'est le continent européen, mais le sud est en haut. Voilà, et ce qui est en blanc, c'est le continent, et ce qui est en bleu, c'est la mer. L'idée était de montrer que si on change notre perception des cartes, on se rend compte que l'Europe n'est qu'une grande presqu'île géante. Mais on ne le pense pas du tout comme ça. Nous, on se voit comme un continent, on se voit comme un pays, pour ce qui est de la France, au cœur d'un continent. Alors que non, on n'est qu'une grande presqu'île géante. Les Portugais ont cette perception-là, puisqu'eux, ils sont tout au bout de la presqu'île, et ils ont un immense espace maritime. Donc les Portugais se perçoivent comme une nation maritime. Mais le reste des nations européennes ne se perçoit pas du tout comme part d'une presqu'île géante. Donc on a voulu renverser la perspective pour vraiment montrer que l'Europe a une culture de la mer très forte. Et c'est aussi ça ce qui nous unit au niveau européen. Et d'ailleurs, pour parler un peu plus de l'Union européenne, ce qui est compliqué pour l'Union européenne, c'est que la majorité des secteurs qu'on a vus ensemble du maritime restent sous prérogative nationale. La seule chose qui est partagée au niveau européen, ou une des seules choses, ça va être les pêches. Donc ce qu'on appelle une compétence européenne. Les pêches sont une compétence européenne. Et c'est notamment ça qui a mené aux merveilleuses discussions post-Brexit entre la France, notamment l'Union européenne en réalité, et la Grande-Bretagne, puisque beaucoup de pêcheurs européens, espagnols et français surtout, bénéficiaient de l'accès aux eaux britanniques où il y a beaucoup de poissons, et il y a de plus en plus de poissons avec le changement climatique puisque les eaux se réchauffent. Donc les poissons, ils déménagent au large de la Grande-Bretagne. Et les pêcheurs britanniques trouvaient injuste, ils ont beaucoup voté pour le Brexit, trouvaient injuste que ces eaux-là très poissonneuses soient exploitées par des pêcheurs du continent. Et donc c'est ça qui a mené à énormément de discussions entre l'Union européenne, mais en réalité c'était la France qui poussait ces discussions, donc entre l'Union européenne, parce que c'est une compétence européenne, et le Royaume-Uni autour du Brexit. Aujourd'hui, il y a un accord qui a été trouvé pour les pêcheurs entre 2021 et 2026. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de 2026. C'est-à-dire que les Anglais peuvent très bien, les Britanniques peuvent très bien décider de couper totalement l'accès des pêcheurs de l'Union européenne aux eaux sous souveraineté britannique. Voilà, donc j'espère un jour vous apporter une bonne nouvelle avec une véritable
prise de conscience de l'Union européenne, de la puissance maritime qu'elle pourrait projeter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, les Européens sont parmi les premiers en termes de sciences marines, que ce soit la biologie, la physique. Il y a des capteurs partout autour du monde et il y a des satellites européens qui observent la mer depuis l'espace énormément. Et avec la nouvelle Commission européenne assez récente, on a eu un grand projet de recherche pour la mer qui s'appelle Starfish, donc étoile de mer, et qui finance énormément de projets autour de la mer. Donc la Chine a très 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 longtemps été une puissance continentale. Il y a eu un amiral chinois très connu, Zhang He, qui en fait était un très 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 bon navigateur et qui a pu emmener ses flottes partout autour du monde, dans l'océan Indien, sur les côtes de l'Afrique de l'Est, etc. Il a pris tellement de pouvoir que les empereurs chinois à cette époque-là ont décidé de lui couper les ailes. Et donc, ils ont arrêté, ils ont quasiment interdit la présence chinoise en mer. Ils ont dit, c'est fini, on arrête, c'est plus la priorité. La priorité, c'est la terre. Et après, ça a été l'époque de la construction de la Grande Muraille des Chines, etc. Donc, il y a eu toute une pensée chinoise autour de l'empire du milieu, mais parce que le milieu des terres, etc. Et puis, depuis les années 80, en fait, depuis que la Chine s'est ouverte au commerce mondial, depuis qu'il y a eu des zones franches avec Hong Kong, etc., donc des endroits où on pouvait échapper au système chinois pour commercer avec le reste du monde, la Chine se rebascule vers la mer. Donc ça fait une 50aine d'années seulement que la Chine perçoit la mer comme un espace où elle peut aller et où elle doit aller. Et donc c'est évidemment passé d'abord par le commerce. Ça passe maintenant par la pêche. Il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs chinois. C'est la plus grosse flotte de pêche du monde. Mais ça dépasse largement les flottes européennes. Parfois, ça peut être 200 bateaux qui naviguent ensemble, comme un front, si vous voulez, qui naviguent ensemble. C'est la plus grosse flotte de pêche longue distance, c'est-à-dire des bateaux qui traversent les mers du globe sans... Vraiment, là, c'est le cas. Il y a beaucoup de flottes chinoises, notamment au large des îles Galapagos, donc au large de l'équateur, etc., du côté de l'Amérique du Sud. Et puis, depuis 20 ans à peu près, il y a une projection chinoise militaire et politique. Et c'est là où on en vient à cette magnifique... Ah, excusez-moi pour la phrase, du coup, je ne l'ai pas changée. Mais cette magnifique ligne des 9 traits, donc ce que vous voyez sur la carte, c'est ce que les Chinois appellent la langue de bœuf ou la ligne des 9 traits. C'est une conception que la Chine dit historique, c'est-à-dire qu'elle a dit que dans certains livres historiques chinois, c'était indiqué tel quel, donc c'est censé devenir une réalité géopolitique. Mais les pays qui sont à côté ne sont évidemment pas du tout d'accord. Et donc, selon la Chine, dans la mer de Chine du Sud, donc la mer de Chine méridionale, l'espace chinois devrait être tout celui qui est jusque aux lignes rouges que vous voyez à l'écran. La Malaisie, les Philippines et le Vietnam ne sont pas d'accord. Et eux revendiquent des espaces en fonction du droit international. Ce que vous voyez en bleu un tout petit peu plus foncé, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais il y a ce qui est indiqué comme île Paracel et île Spratly, ne sont pas des îles selon le droit international. Et c'est là où ça devient drôle. En fait, ce sont des rochers, parce qu'ils ne sont pas émergés tout le temps. Si la marée est très haute, ils sont sous l'eau. Donc on considère que les gens ne peuvent pas vivre dessus. Donc ce ne sont pas des îles, ce sont des rochers. Ce qui fait que ces absences d'îles ne donnent pas droit, si vous considérez que c'est dans votre espace maritime, ça ne donne pas droit à une extension de votre zone maritime. Voilà, ça peut être au milieu, c'est pas grave, ce sera coupé, comme personne n'habite dessus, c'est pas grave. Que fait la Chine ? 2 choses. La première, elle s'y rend tout le temps. Ils sont là tout le temps. Des flottes de pêche y sont, des militaires y sont, etc. Et la deuxième technique, c'est qu'elle poldérise ces îlots. C'est-à-dire qu'elle rajoute de la terre de manière à ce qu'ils restent émergés tout le temps.
Et donc là, ça devient des îles. Et c'est là où on passe d'un statut international où finalement ça ne donnait aucun droit à un statut international où on peut revendiquer une zone maritime autour. Ça, c'est une première étape, puisque finalement, ils n'ont pas... évidemment, si on considère le droit international, ils ne sont pas censés construire des îles à ces endroits-là, puisque ce sont des îles souvent qui sont liées à des zones maritimes des Philippines ou du Vietnam. Mais surtout, ils s'appuient sur ces constructions-là pour revendiquer ces îles et les espaces maritimes qu'il y a autour. Cette mer de Chine méridionale, aujourd'hui, d'une part, elle est l'objet d'énormément de dialogues au niveau international dans les instances de l'ONU. Les Philippines, notamment, ont fait appel à la Cour d'arbitrage internationale pour décider est-ce que ces îles sont chinoises ou sont des Philippines. Donc il y a de grosses discussions, des négociations. Et surtout, c'est aujourd'hui un des cœurs ou des poudrières en termes de militaire, en termes navals. Parce qu'il y a une présence chinoise qui est permanente. Il y a une présence des pays de la zone qui est permanente aussi, puisqu'ils ne veulent pas qu'on leur prenne leur espace, ce qu'ils considèrent comme leur espace maritime. Et puis, il y a une présence occidentale permanente, puisque les Américains et les Européens revendiquent la liberté de navigation. C'est-à-dire qu'ils disent, pour l'instant, c'est attribué à personne, donc on a le droit d'y passer. Cette mer, elle est aussi relativement peu profonde. Donc tous les sous-marins qui circulent, c'est un peu, je dirais pas touchy, mais on va dire qu'il faut y aller avec beaucoup de précautions parce qu'on peut assez facilement les repérer. Donc il y a toute une dynamique de est-ce qu'on met des drones, est-ce qu'on met des sous-marins, etc. Et la dernière mode, entre guillemets, c'est que les pêcheurs indonésiens, donc les îles en bas, rapportent de plus en plus d'énormes drones de recherche chinois dans leurs filets. Ce qui pose problème parce que, d'une part, évidemment, les navires de recherche chinois qui sont affiliés à ces drones les demandent. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils cartographient le fond des mers, ce qui est sans doute la vérité. Ils cartographient le fond des mers. Dans quel but ? Voilà, donc si vous vous intéressez à cette zone-là, vous allez trouver des news en permanence. Il y a toujours des choses qui s'y passent. Et donc la projection chinoise, elle est devenue maritime en quelques années. En quelques années, ils se sont équipés d'une marine monstrueuse. Ils ont construit en 4 ans l'équivalent de tous les bateaux de la flotte de la marine nationale française. Ils construisent leur propre porte-avions. Ils construisent leurs sous-marins nucléaires, etc. Donc tout ça, je dirais que c'est quelque chose de très fort puisque ils ont décidé de se projeter en mer et ils y vont. Leurs flottes de pêche sont partout autour du monde, leur marine va devenir très puissante. Donc il y a une émergence de la puissance chinoise qui évidemment inquiète beaucoup les Américains, qui ont notamment poussé ce concept d'Indo-Pacifique pour répondre à cette expansion chinoise en mer. Ça inquiète aussi tous les voisins chinois de la Chine, donc les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, mais aussi la Corée du Sud, le Japon, etc. Et donc avec Sébastien Abyss, mon co-auteur, on s'est amusé. Alors c'est une photo de mon livre, donc c'est relativement moche, dans le sens où j'ai pas la version directement scannée. Mais on a fait, en fait, il y a 4 grandes parties dans le livre, et à la fin de chaque partie, on a fait une fiche fiction. On a fait quelque chose où on imaginait le futur. Et donc dans la fin de la partie sur la puissance navale, le militaire, la possession des mers, etc., on s'est dit, et si la Chine et les États-Unis coupaient le monde en deux ? Parce qu'aujourd'hui, on coupe le monde en plein de petites parties, on coupe l'espace maritime en plein de petites parties, c'est compliqué à gérer, les gens se disputent. Pourquoi pas simplement couper le monde en deux ? Ça serait beaucoup plus simple. Et donc, comment on en est venu à cette division du monde en deux ? Tout simplement parce que ce conflit ces tensions entre la Chine et les États-Unis grandissent dans notre scénario, à tel point qu'il y a un moment donné où il y a presque une logique de bloc, comme pendant la guerre froide, un peu moins fermée que pendant la guerre froide, mais il y a une logique de bloc. Et peu à peu, les deux côtés, donc
le côté américain et le côté chinois, revendiquent le droit de passage et le droit d'utilisation des espaces maritimes de tous leurs alliés. Ce qui n'est pas impossible, puisqu'aujourd'hui, on est loin d'utiliser tous à 100% nos espaces maritimes, bien sûr. Il y a des bateaux par-ci par-là, mais il reste beaucoup d'espace. Donc ils revendiquent, peu à peu, ils grignotent sur les zones exclusives, les zones économiques exclusives de tous leurs alliés. Et puis après, tout simplement, ils font le pont. C'est-à-dire que si les États-Unis peuvent accéder comme ils veulent à toutes les zones exclusives, économiques exclusives de l'Union européenne, par exemple, ils considèrent que tous les espaces maritimes de l'océan Atlantique entre les deux sont aussi de leur ressort. Et donc peu à peu, il y a une division de l'espace maritime mondial qui s'opère. Et à la fin, on estime qu'autour de 2040, 2050, 2060, il y a une ligne qui se dessine. Alors évidemment, les lignes qu'on a dessinées sont loin d'être aussi crûment réelles dans notre scénario, mais ce sont les lignes où les marines des deux blocs et les acteurs économiques des deux blocs se croisent. Dans le reste des espaces, ne se croisent que les marines et les acteurs économiques d'un ou de l'autre des blocs. Et enfin, pour vous remonter le moral, la mer et l'espoir, puisque ce qu'on n'a pas mentionné là, donc je mentionnais vraiment les logiques de puissance, la cristallisation des relations internationales, etc. Je vais un petit peu parler maintenant de tout ce qu'on peut créer par la mer, parce qu'on se rend compte aussi, on ne se rend pas seulement compte que la mer est critique pour la puissance, pour les relations internationales, on se rend compte aussi que la mer est intéressante pour innover, pour changer la manière dont on voit les choses, pour inventer des nouveaux médicaments, etc. Et donc peut-être vous présenter la mer vecteur d'innovation avant de passer aux questions-réponses. Donc un premier point, c'est l'algoculture, c'est-à-dire la culture des algues. C'est quelque chose qui est assez développé en Asie, puisqu'il y a culturellement, notamment au Japon, une très forte consommation d'algues. Aujourd'hui, on étudie beaucoup les algues, alors pour les manger, mais aussi pour les cosmétiques, pour la médecine, pour certains pesticides pourraient être faits à partir d'algues, certaines constructions. Pour certaines algues, on espère, pourront se débarrasser du plastique dans les mers en les filtrant, etc., etc. Donc il y a énormément de recherche et de développement aujourd'hui qui sont faits autour des algues pour dépolluer, pour nous nourrir ou pour nous soigner. Le deuxième grand point, et on reviendra rapidement dessus, c'est la désalinisation de l'eau de mer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui s'appuient sur l'eau de mer pour fournir de l'eau potable à leurs habitants. Et le troisième point, ce sont les énergies marines renouvelables. La production d'électricité à partir du vent, à partir des courants et à partir des marées et de la houle. Alors, pour commencer par l'énergie de la mer, vous avez des grandes catégories d'énergie des mers. Donc, le premier, on l'a en France depuis les années 60, c'est l'énergie de la marée. C'est en Normandie, je ne veux pas me fâcher avec les Bretons et les Normands, mais à la limite entre la Normandie et la Bretagne. En Bretagne, voilà, je ne sais jamais, c'est la Rance. Il y a une usine marémotrice, voilà, je le savais, c'est toujours comme ça. Il y a une usine marémotrice qui est là depuis les années 60 en France et qui a démontré la capacité à créer de l'énergie grâce à la marée. On peut aussi utiliser l'énergie, on essaye d'utiliser l'énergie des courants en mettant des hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes de la mer, dans le fond des mers. Ce qui est compliqué, c'est que c'est très compliqué à maintenir en capacité de fonctionner. Parce qu'il y a de la vie, il y a des coquillages, il y a des algues qui se développent dessus. Il y a de fortes pressions, il y a des niveaux salins très forts. Donc, c'est compliqué de maintenir en état d'opération ces hydroliennes. Et puis, il y a des énergies pour utiliser les vagues ou la houle, soit sur les côtes, avec des espèces de grands bras qui flottent, qui vont faire comme ça en permanence, et on va récupérer l'énergie de ce mouvement-là. Soit, et c'est ce qui est l'illustration qui est à l'écran, c'est un espèce de boudin géant, si vous voulez, pour être poétique. Donc c'est un boudin géant, et l'eau va s'engouffrer à l'intérieur et déformer cette espèce de serpent de mer, et ça va générer de l'énergie.
On a aussi les éoliennes en mer, et puis la différence de température, mais aussi de pression, de salinisation, etc. Tout ça, ce sont des moyens qu'on essaye de mettre en place pour utiliser les énergies qu'on trouve en mer. Et aujourd'hui, les pays qui sont les plus avancés sur ces questions-là sont les pays européens, la Corée, le Japon et les États-Unis, avec un peu moins d'avance pour les États-Unis, mais les pays occidentaux, et puis le Japon et la Corée qui sont très avancés sur ces questions-là. Et sur l'utilisation de la différence entre l'eau de mer de surface qui est très chaude et l'eau de mer de profondeur qui est froide, les territoires insulaires sont des endroits idéaux pour essayer ces énergies-là, puisque très souvent, il peut y avoir des profondeurs très fortes au large de leur côte. Alors, rapidement, avant de passer aux chiffres anecdotiques, enfin aux anecdotes, pour revenir sur la désalinisation, je voulais juste vous dire que autour de la Méditerranée, aujourd'hui, il y a énormément d'usines de désalinisation. Il y en a en Israël, il y en a en Espagne. Ce qui est très bien, c'est que ça apporte de l'eau potable à des populations qui n'avaient pas forcément d'accès facile à l'eau potable. Ce qui est compliqué, c'est que ça crée de la pollution parce qu'on rejette des eaux très salées, puisque c'est toutes les eaux qu'on a, tout le filtrat. Et puis, d'un point de vue très terre-à-terre, d'un point de vue militaire, c'est des endroits à protéger. Si une partie de la population dépend de l'apport en eau potable d'une usine qui est sur les bords de mer, vous le voyez avec la guerre en Ukraine, un missile, ça va vite. Si ça touche ce type d'infrastructure, on prive d'eau potable une partie des populations. Donc ça redistribue là aussi la manière dont on envisage le littoral par rapport au reste du continent. Et puis je finis avec des chiffres que je vous laisse regarder puisqu'il y en a beaucoup. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci beaucoup.